Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les députés. Merci pour votre présence. C'est avec plaisir que j'ai répondu à cette invitation pour une audition préalable donc à la présentation de ces deux projets de loi. C'est un plaisir parce que chaque fois que je suis venue dans la Commission des lois, les échanges ont toujours été extrêmement denses, extrêmement fructueux. Il est arrivé qu'ils soient un peu vifs. J'ai quelques souvenirs, notamment sur le budget, mais sur d'autres textes aussi. Mais cela a toujours été extrêmement utile. Je vous présente donc deux projets de loi. Un premier projet de loi constitutionnel qui va modifier substantiellement la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Et un deuxième projet de loi qui est un projet de loi ordinaire qui vise à modifier. Donc le premier projet de loi va modifier les articles 64 et 65 de la Constitution. Et le deuxième, les articles 30 et suivants du Code de procédure pénale, puisqu'il va modifier les rapports entre le garde des Sceaux, ses attributions et ses relations avec le parquet. Ces deux projets de loi visent à consolider les conditions d'indépendance de l'autorité judiciaire. Le premier va renforcer de façon tout à fait significative le Conseil supérieur de la magistrature et le second, en supprimant les instructions individuelles principalement, va modifier les relations entre le garde des Sceaux et les parquets. Il s'agit d'un engagement du président de la République. C'est l'engagement numéro 53, engagement que le président de la République a réaffirmé lors de l'audience solennelle de la Cour de cassation en janvier dernier. Nous avons eu une réforme constitutionnelle récemment, c'était en 2008. Cette réforme constitutionnelle a été mise en œuvre en 2011. Pourquoi une nouvelle réforme constitutionnelle? Je viens de le dire, pour conforter les conditions, l'indépendance de l'autorité judiciaire et donc les conditions d'impartialité des juges à deux niveaux, au niveau évidemment de leur institution supérieure, le Conseil de la magistrature, et au niveau des parquets eux-mêmes, c'est-à-dire du fonctionnement de nos juridictions et de l'exercice de la mission de juger par les magistrats du parquet. Il faut noter que cette réforme de 2008 avait introduit des modifications substantielles, dont deux avancées particulièrement. D'une part, la suppression de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par le président de la République et sa vice-présidence par le garde des Sceaux. C'est une modification tout à fait appréciable en termes de rapport entre l'exécutif et la magistrature. Cette réforme de 2008 a également introduit la possibilité pour les justiciables de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Cela aussi, c'est une avancée tout à fait appréciable. Cependant, il y a quelques éléments qui neutralisent d'une certaine façon ces dispositions, notamment dans le rapport entre l'exécutif et la magistrature et le Conseil supérieur de la magistrature. Le fait que les personnalités qualifiées soient désignées par le pouvoir politique, c'est-à-dire deux personnalités par le président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale et deux par le président du Sénat, a réintroduit, en tout cas renforcé, parce que jusque-là, c'était 4 personnalités extérieures qui étaient nommées par le pouvoir politique. À partir de 2008, ce sont 6 personnalités sur 15 qui sont nommées par le pouvoir politique. Donc, autant la suppression de la présidence et de la vice-présidence a distendu quelque peu les rapports entre l'exécutif et le Conseil supérieur de la magistrature, autant cette nomination de 6 personnalités extérieures, un peu plus du tiers du nombre de membres, a réintroduit d'une certaine façon un rapport un peu plus resserré. Autre modification également, alors ce n'était pas vraiment une modification, mais en tout cas la réforme de 2008 ne disait pas expressément que le Conseil supérieur de la magistrature ne pouvait pas s'autosaisir. Mais le Conseil constitutionnel a interprété le fait que, puisque la Constitution et la loi organique indiquaient les conditions dans lesquelles le président de la République et le garde des Sceaux pouvaient saisir le Conseil supérieur de la magistrature, ces précisions ont inspiré au Conseil constitutionnel l'interprétation qui consiste à considérer que le législateur n'a pas prévu que le Conseil supérieur de la magistrature puisse s'autosaisir. Nous vous présentons donc un projet de loi constitutionnel, donc qui va réformer ce Conseil supérieur de la magistrature en visant à le mettre à l'abri de l'intervention politique, c'est-à-dire en modifiant à la fois sa composition, son fonctionnement et son pouvoir d'autosaisine. Donc nous travaillons sur ce texte de loi, sur la nomination, les conditions de nomination et le régime disciplinaire.
Ce qui va apparaître dans le projet de loi, d'ailleurs, constitue ma pratique en qualité de garde des Sceaux depuis un an, c'est-à-dire la question, évidemment, du deuxième projet de loi sur les instructions individuelles, mais aussi la question du respect de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature sur les nominations. D'abord, pour la clarté de la compréhension du projet de loi, vous indiquez que ce projet, que les articles 64 et 65 ont été réécrits, et particulièrement le 65. Le 64 a été précisé justement pour dire que le Conseil supérieur de la magistrature concourt à l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il y concourt par ses avis, notamment. Mais l'article 65 a été réécrit avec l'accord plein du Conseil d'État, c'est-à-dire que cet article a été réorganisé avec une première partie sur les dispositions générales, c'est-à-dire celles qui concernent la formation plénière, après les dispositions spécifiques, c'est-à-dire le détail, la déclinaison des formations sièges et de la formation siège et de la formation parquet. Nous avons ce projet de loi donc propose en termes d'effectifs de donner une majorité aux magistrats dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est un engagement que le président de la République a souhaité exprimer. Ça n'était pas un engagement compris dans ces 60 engagements. Il n'y a pas ce niveau de détail dans l'engagement numéro 53. Mais le président de la République a tenu à donner cette majorité aux magistrats. Il y a eu entre-temps des rencontres, des consultations, des échanges, l'expression des partis politiques et des groupes parlementaires. Et il apparaît que la parité serait mieux reçue par les parlementaires dans la conception qu'ils ont de la composition de ce Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire une instance qui relève de la magistrature, qui traite des questions sur la magistrature, mais qui n'appartient pas à la magistrature en tant que telle. C'est un amendement qui est présenté donc par le rapporteur. Je ne doute pas que nous aurons des débats à ce propos. En indiquant simplement que, concernant les standards européens, la parité est conforme aux standards européens, c'est-à-dire l'égalité entre magistrats et non-magistrats est également conforme aux standards européens, c'est-à-dire aux recommandations du Conseil de l'Europe notamment. La présidence de ce Conseil supérieur de la magistrature serait confiée à une personnalité extérieure. Cette présidence serait déterminée par le collège dont je vous parlerai dans quelques secondes maintenant. Ce projet de loi propose également une formation plénière, totalement plénière, contrairement à la formation plénière actuelle, qui est composée d'environ la moitié de chacune des formations siège et parquet, avec... non, c'est pas là qu'il y a l'échange entre le représentant du parquet et celui du siège. Je sais que là aussi, votre commission a prévu en tout cas, a eu des discussions sur la composition de cette formation plénière. Ce projet de loi prévoit également l'autosaisine sur l'indépendance et la déontologie, donc par le Conseil supérieur de la magistrature. Sur les rapports avec l'exécutif, donc je le disais, le maître mot, c'est l'indépendance. Alors, nous avons une longue histoire. C'est le Conseil supérieur de la magistrature a une longue histoire. Il a une longue histoire d'abord de magistrats désignés par le pouvoir politique. C'était le cas en 1958, soit directement par le pouvoir politique, soit sur proposition de la Cour de cassation. En 1993, les magistrats étaient élus, mais nous l'avons vu, il y a une présence du pouvoir exécutif qui se fait notamment par la présidence et la vice-présidence. À partir de 2008, donc, je l'ai dit tout à l'heure, les personnalités extérieures sont 6 à être nommées par le pouvoir exécutif. Ce que nous proposons dans ce projet de loi, c'est un collège de personnalités désignées au titre de leurs fonctions. Ces personnalités proposeraient donc les candidatures qui, elles, seraient validées démocratiquement par les commissions des lois constitutionnelles de nos deux assemblées. Il s'agirait d'une validation au 3/5 négatif, ce qu'on appelle évidemment les 3/5 négatifs, c'est-à-dire pas de refus, pas de rejet par les 3/5 de la commission. Ce collège de personnalités serait constitué du vice-président du Conseil d'État, du premier président de la Cour des comptes, du président du Conseil économique, social et environnemental,
du premier président de la Cour de cassation, du procureur général de la Cour de cassation et d'un professeur des universités. Ce collège proposerait donc les candidatures, alors pour ce qui concerne le texte du gouvernement, les candidatures de 5 personnalités qualifiées, parce que sur les 7 personnalités qualifiées, il y a une qui serait désignée par le Conseil national des barreaux, comme c'est actuellement le cas d'ailleurs, donc un avocat, un membre du Conseil d'État, désigné par l'Assemblée générale du Conseil d'État, ce qui est une modification qui sera introduite dans la loi organique. Et sinon, donc, ce collège va proposer une liste de 5 personnes, 6 éventuellement si vous en venez à la parité, et avec évidemment une désignation de présidence. Le fait de présenter une liste est un souci de cohésion, même si je sais qu'il y a des discussions pour savoir si l'appréciation démocratique des commissions des lois constitutionnelles doit porter sur la liste ou sur les candidatures individuelles. Concernant les questions très précises de l'impartialité des magistrats du parquet, le projet de loi propose donc un changement de régime de nomination, puisque l'avis du Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du parquet devient un avis conforme, contrairement à la réforme précédente où c'était toujours un avis simple, c'est-à-dire un avis consultatif. Depuis un an, je respecte l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. D'ailleurs, mon prédécesseur le faisait, puisque pendant toute l'année qui a précédé, il a également respecté l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Nous allons également aligner le régime disciplinaire des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le garde des Sceaux qui peut saisir le Conseil de la magistrature pour un examen disciplinaire de la situation d'un magistrat. Il y a donc dans ce projet de loi un dessaisissement de ce pouvoir du garde des Sceaux pour le céder au Conseil supérieur de la magistrature, ce qui aligne les régimes disciplinaires des magistrats du parquet et des magistrats du siège, ce qui contribue à l'unité du corps, qui est une revendication forte, qui est d'ailleurs une disposition constitutionnelle, mais qui est également une revendication forte de la part des magistrats, et notamment des magistrats du parquet. Voilà donc pour l'essentiel du projet de loi constitutionnelle. Pour le projet de loi redéfinissant les relations entre le garde des Sceaux et les parquets, il s'agit donc de modifier les articles 30 et suivants du Code de procédure pénale. Ces articles, notamment l'article 30 qui a été modifié par la loi du 9 mars 2004, chargeait le garde des Sceaux de la conduite de l'action publique. Nous revenons aux dispositions qui étaient contenues dans l'ordonnance de 1958 qui reconnaît aux seuls magistrats du parquet l'exercice de l'action publique, c'est-à-dire aux procureurs l'exercice direct de l'action publique et aux procureurs généraux la coordination et l'animation de cette action publique. Par contre, nous redéfinissons et nous reformulons dans cet article 30 la responsabilité du garde des Sceaux sur la politique pénale définie par le gouvernement, conformément à l'article 20 de la Constitution. Le garde des Sceaux est donc chargé de cette politique pénale sur l'ensemble du territoire. Cette politique pénale qui, en fait, met en œuvre les lois pénales qui sont proposées, soumises au Parlement par ce garde des Sceaux. Alors, ce garde des Sceaux, en tant que fonction, donc intemporelle, ces lois pénales donc, sont mises en œuvre par la politique pénale, qui définit les priorités, qui indique aussi la possibilité pour les procureurs généraux et pour les procureurs de décliner ces orientations de politique pénale sur leur ressort. Je rappelle, parce que j'ai eu l'occasion de venir vous la présenter ici, le contenu de la circulaire générale de politique pénale qui a été adoptée en Conseil des ministres le 19 septembre 2012, qui engage le gouvernement donc sur la politique pénale sur l'ensemble du territoire et qui indique un certain nombre de principes, notamment l'individualisation,
à tous les stades, donc au niveau de la procédure, au niveau du prononcé de la peine, au niveau de l'exécution de la peine. La question du temps utile sur les procédures, donc les procédures de comparution immédiate chaque fois que c'est nécessaire, mais sans sacrifier les procédures longues qui sont utiles d'abord pour éviter les risques de nullité d'une part, d'autre part pour permettre d'accumuler correctement les preuves et même pour les victimes pour leur permettre de collecter les éléments qui permettent de faire valoir leurs droits. La prison selon les dispositions, l'incarcération selon les dispositions contenues dans la loi pénitentiaire de 2009. La préservation des droits de la défense, une attention particulière pour les victimes. J'en profite pour vous faire savoir, puisque je suis venue devant vous lors de la présentation de mon budget pour vous expliquer que vis-à-vis des victimes, dans le budget, nous avions retenu l'ouverture de bureaux d'aide aux victimes dans l'ensemble de nos tribunaux de grande instance sur l'année 2013. Il y avait 50 bureaux d'aide aux victimes. Nous avons décidé donc créer une centaine sur l'année 2013. Nous sommes déjà à une cinquantaine de bureaux d'aide aux victimes, c'est-à-dire c'était les chiffres du mois de mars. Donc nous aurons bien, d'ici à la fin de l'année, la centaine de bureaux d'aide aux victimes dans l'ensemble des tribunaux de grande instance qui n'en avaient pas encore. En plus de l'attention particulière aux victimes, donc la nécessité pour les mineurs de tenir compte du parcours des mineurs, donc d'un encadrement qui soit dynamique, avec bien entendu toujours la primauté de l'éducation et surtout vis-à-vis des officiers de police judiciaire dont la direction est confiée au procureur de la République, que les procureurs de la République se fassent devoir de faire retour aux officiers de police judiciaire de la suite qui a été donnée aux procédures auxquelles ils ont participé par leurs enquêtes. Mais ça n'existait pas encore. C'est inscrit pour la première fois dans la circulaire générale de politique pénale. Et nous veillons à son application, puisque en me déplaçant dans les juridictions, j'ai pu me rendre compte des difficultés de mise en œuvre de cette disposition. Donc nous veillons à leur application. Et avec les logiciels informatiques, nous devrions arriver à rendre cette obligation facile et pratique dans sa mise en œuvre. Ces nouvelles relations donc entre le garde des Sceaux et le parquet sont fondées sur la responsabilité du garde des Sceaux sur la politique pénale, sur l'ensemble du territoire, mais sa responsabilité aussi lorsque c'est nécessaire pour une politique pénale territoriale. Ce fut le cas pour la Corse, pour Marseille aussi, pour la Nouvelle-Calédonie, également plus loin, pour la Guyane, où il y a des contentieux particuliers, où il y a nécessité de concentrer l'action et peut-être de l'organiser différemment. Par exemple, dans la circulaire de politique territoriale pour la Corse, j'ai demandé expressément au procureur de la République de requérir, enfin, c'est pas requérir à ce stade-là, mais de faire en sorte que pas privilégier, mais chaque fois que c'est pertinent, d'avoir recours à la cosaisine entre la police et la gendarmerie. Et les premiers résultats ont montré que faire travailler ensemble la police et la gendarmerie, qui sont performantes chacune, mais qui étaient chargées à chaque fois séparément d'une enquête, permet d'accélérer la transmission des enquêtes, permet de mutualiser vraiment les performances des uns et des autres et à donner de bons résultats. Et surtout, les services de police et de gendarmerie sont tout à fait eux-mêmes favorables à ce mode de travail et sont très, très allants pour travailler ensemble sur les cosaisines. Par contre, les procureurs de la République, les procureurs généraux, je l'ai dit tout à l'heure, ont la responsabilité de la coordination et de l'animation de l'action publique. Cette coordination et cette animation se fait sous réserve et bien entendu de la déclinaison par ces procureurs généraux de la politique générale pénale dans leur ressort par rapport au profil de ces ressorts. Alors cela prend un relief particulier lorsqu'on travaille sur les zones de sécurité prioritaires. C'est typiquement des territoires sur lesquels les procureurs généraux et les procureurs déclinent la politique pénale générale, puisque par rapport au profil de délinquance qu'ils ont sur leur territoire, ils traduisent les orientations de la politique pénale générale.
La responsabilité du garde des Sceaux, évidemment, je viens de le dire, sur la politique pénale générale, sur les politiques pénales territoriales, mais également sur des politiques thématiques. C'est le cas sur un certain nombre de sujets. J'ai ainsi diffusé des circulaires sur la détention d'armes. J'en ai diffusé également sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il y a donc plusieurs sujets sur lesquels j'ai été amenée, je serai amenée encore à diffuser une circulaire qui permet de préciser les conditions dans lesquelles la politique pénale s'applique, de même que certains textes de loi nécessitent une circulaire d'application qui est diffusée en même temps que la promulgation de ce texte de loi. C'était le cas pour le harcèlement sexuel que vous aviez adopté à l'unanimité. C'était le cas récemment également pour la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Un point que je dois aborder avec vous et qui peut-être fera discussion, c'est celui de la remontée d'informations. Conformément à l'ordonnance de 1958, toujours, évidemment, les procureurs généraux sont tenus à la rédaction d'un rapport de politique pénale. Ce rapport de politique pénale contient évidemment un rapport sur la gestion de la juridiction, mais également sur la mise en application, la mise en œuvre de la politique pénale. Il y a évidemment ce rapport annuel, il y a aussi tout le long de l'année la remontée d'informations par des rapports particuliers. Cette remontée d'informations concerne évidemment les procédures. Elle permet de savoir comment s'applique la politique dans les juridictions ou dans les territoires. Elle permet d'évaluer les difficultés d'application de cette politique. Par exemple, je reviens sur le harcèlement sexuel. J'avais demandé au parquet de me faire remonter, puisqu'ils avaient reçu une dépêche juste avant notre arrivée. Ils avaient reçu une dépêche de la DACG leur demandant de requalifier les procédures, les procédures qui relevaient du harcèlement sexuel. Mais puisque la décision du Conseil constitutionnel avait annulé cette incrimination, ils avaient reçu une dépêche leur demandant de requalifier autant que possible, soit en violence volontaire, soit en agression sexuelle, soit en harcèlement moral. Et je leur ai demandé, par exemple, de me remonter le nombre de procédures qui avaient pu être requalifiées. Et nous avons pu vous informer à l'Assemblée et au Sénat, pendant le débat sur le texte, du nombre de procédures concernées et des requalifications qui avaient pu avoir lieu. Et cela avait sérieusement éclairé les débats, puisque ça nous avait permis d'introduire des mesures particulières, et notamment la mesure qui permettait que la juridiction pénale elle-même puisse prononcer une indemnisation de dommages et intérêts, donc en matière civile, sans envoyer le plaignant, qui est souvent une plaignante, devant la juridiction civile. Donc ces remontées d'informations, cette utilité, elles ont l'utilité évidemment pour moi-même en tant que garde des Sceaux de voir là où il faudrait éventuellement soit ponctuellement, soit durablement renforcer les moyens, les effectifs, les moyens matériels et logistiques. Et puis, bien entendu, cette remontée d'informations permet de vous informer parce que vous vous interrogez. J'ai été interrogée, par exemple, sur les procédures en matière d'amiante, donc sur le pôle santé publique, un pôle que j'ai renforcé dès le mois de septembre 2012. Vous interrogez parfois sur des procédures qui sont plus particulières, plus territoriales, et vous interrogez aussi sur des procédures qui sont très médiatisées. Il est donc important que vous ne dépendiez pas, ni moi d'ailleurs, ne dépendions pas de ce qui est transmis par la presse, de ce qui est transmis, traduit et commenté par la presse, mais que nous puissions avoir les informations qui nous permettent de prendre la mesure de ces sujets-là. Voilà donc le contenu du projet de loi constitutionnel ainsi que du projet de loi ordinaire. Et bien entendu, je suis à votre disposition pour toutes les questions.